tous. J'espère que le film vous a plu. Il est toujours difficile de reprendre ses pensées après un si long, un si beau film. Donc réveillez-vous doucement. Car nous avons la chance ce soir de recevoir l'homme étoile, Samuel Boissier, qui est astrophysicien au laboratoire d'astrophysique de Marseille, qui va nous parler de la formation des trous noirs. Donc n'hésitez pas après son déroulé de lui poser vos propres questions. Voilà, donc merci de votre présence, prenez du plaisir et à tout à l'heure. Bonsoir tout le monde. Donc effectivement, je vais vous faire une toute petite présentation parce que bon, le film était déjà long, donc, et on va plutôt prendre du temps pour discuter après. Mais je voulais quand même. On peut tomber le masque pour... Ok, ça sera peut-être mieux. Hop. On n'est pas trop nombreux, mais je ne vais pas trop m'approcher du premier rang. Donc oui, je disais, je voulais vous proposer, avant qu'on discute un petit peu, quelques petites présentations, une toute petite présentation sur les trous noirs, parce que on vient de voir un film qui a l'intérêt, je dirais, d'essayer d'être plausible et d'avoir une représentation assez plausible de la physique, avec les effets temporels, etc. Et en particulier de la représentation des trous noirs, comme vous avez pu le voir. Et donc je m'étais dit que ça serait bien de comparer ça un peu avec ce qu'on sait vraiment des trous noirs, pour que ça fasse une petite introduction au débat qu'on peut avoir après, à la discussion qu'on peut avoir. Du coup, les trous noirs, je pense que vous avez compris, hein, c'est le concept, c'est que c'est un astre, un trou noir, qui est tellement massif que même la lumière ne peut pas s'en échapper. Alors cette intuition-là, en fait, elle est assez ancienne, hein, donc il y avait John Mitchell, qui était un physicien britannique, et Laplace, qui était français, et qui avait déjà eu cette intuition. Et en fait, on peut la voir très simplement en pensant que la vitesse de la lumière est finie, c'est-à-dire on peut la mesurer, la valeur, et ça, on l'avait fait à ce moment-là. Et si on pense que quand on est à la surface d'un astre, il faut une certaine vitesse pour s'en échapper. Donc, par exemple, à la surface de la Terre, vous savez que pour s'échapper de l'attraction terrestre, il faut des fusées qui décollent avec une certaine vitesse. Si vous êtes à la surface de la Lune, qui est moins massive, il vous faut moins de vitesse. Vous donnez un petit coup et ça part plus facilement. Si vous êtes sur un astéroïde, vous pouvez sauter et vous allez à pieds joints, et vous sortez de l'attraction de l'astéroïde. Et donc si on va dans l'autre sens, si on va vers un astre très massif, à un moment, la vitesse qu'il faudrait avoir pour pouvoir s'en échapper, eh bien, elle devient tellement grande qu'elle rejoint la vitesse de la lumière, et donc même la lumière ne peut plus s'en échapper. Donc c'était ça l'intuition d'origine du concept de trou noir, qui est assez ancienne, du coup, que vous pouvez le voir. Et puis après, il y a eu des physiciens qui ont travaillé. Voilà, oui. Et parmi ces physiciens, j'en cite quelques-uns ici. Donc il y a par exemple, il y a Einstein qui avait développé la théorie de la relativité générale, qui décrit l'espace-temps et comment l'espace-temps est modifié par la présence de masse. Et en allant un peu plus loin avec cette théorie, Roger Penrose, dans les années 60, avait prédit que cette théorie, elle amenait à ce concept de trou noir, mais cette fois, ce n'était pas une intuition, c'était vraiment les calculs qui permettent de dire il y a un astre dont rien ne peut s'échapper, ni la lumière, ni la matière. Donc ça, c'était à ce moment-là, c'était un peu spéculatif, les gens n'étaient pas tous complètement convaincus, mais avec le temps, on a commencé à comprendre que c'était vraiment possible d'avoir des trous noirs, comme des vrais astres. Un peu plus tard, là, je fais un petit bond dans le temps, donc il y a Reinhard Genzel et André Haguès qui, chacun avec une équipe différente, une équipe européenne et une équipe américaine, ont mesuré au centre de la Voie lactée la position de certaines étoiles, et ils ont vu qu'année après année, elles bougent, les étoiles. Donc là, vous voyez, selon les couleurs, ça montre la position des étoiles dans la direction du centre de notre galaxie, et elles bougent. Chaque année, elles sont dans une position différente. Elles décrivent une petite ellipse. En fait, si vous regardez les étoiles, vous, le soir, la nuit, année après année, et même décennie après décennie, vous allez reconnaître tout le temps les mêmes constellations, les étoiles, elles ne bougent pas. Là, c'est un cas très particulier, c'est parce qu'on regarde le centre de la galaxie. Et pour qu'elles bougent si vite, dans l'échelle d'une année, il faut qu'il y ait quelque chose de très très massif au centre de ce diagramme. On devine la masse qui doit être au centre de ce diagramme à partir de ce déplacement des étoiles. Et donc, ceux qui ont déduit de leurs observations, ces deux personnes, ces deux groupes en fait, c'est qu'il doit y avoir quelque chose qui fait des millions de fois la masse du Soleil au centre de la galaxie, et ce quelque chose on ne le voit pas. Donc ça
C'est un astre compact, invisible, avec la lumière habituelle. Et du coup, c'était possible que ce soit un trou noir. Donc c'est un peu la première observation qui a convaincu les gens que des trous noirs supermassifs, des millions de fois la masse du Soleil, pouvaient exister. Alors je vous ai donné dans l'histoire de la recherche sur les trous noirs, je vous ai parlé de ces trois personnes-là, parce que je ne sais pas si vous l'avez entendu hier, mais il y a eu l'annonce des prix Nobel de physique cette année, et qui ont été remis à ces trois personnes. Donc d'une part Roger Penrose pour la partie théorique de ce travail sur le fait que les trous noirs sont une prédiction de la relativité générale, et d'autre part pour les observateurs qui ont permis de conclure qu'il y avait effectivement probablement un trou noir supermassif au centre de la Voie lactée, et ça a quand même pas mal changé la vision que les astrophysiciens avaient de ces trous noirs, et de se dire que oui, les trous noirs supermassifs doivent exister, et ça peut expliquer d'autres observations qu'on avait. Donc c'était assez important, et ça a été salué par le prix Nobel cette année, donc le film d'aujourd'hui c'était assez d'actualité, ça date de hier. Alors il y a d'autres petites choses que je voulais vous dire sur les trous noirs avant qu'on discute et que j'essaye de répondre à vos questions si vous en avez. Et c'est vous parler de finalement les images qu'on peut avoir d'un trou noir. Parce que ce que je vous ai montré avant, c'est pas vraiment une image, c'est juste le fait que les étoiles bougent, on déduit qu'il doit y avoir quelque chose. Mais est-ce qu'on peut voir un trou noir? Alors par définition, je vous ai dit que la lumière ne pouvait pas s'en échapper, donc le trou noir lui-même, certainement, on ne pourra pas le voir. Mais ce qui se passe, c'est qu'autour d'un trou noir, il peut y avoir un disque de débris qui tourne autour. Avec la friction, ça va chauffer, et de vous chauffer de la matière, elle émet de la lumière. Donc autour du trou noir, il peut y avoir un disque qui émet de la lumière, et les rayons de lumière qui viennent de ce disque, ils sont ensuite, ils subissent l'effet de la gravité du trou noir, qui est très dense, donc ça déforme l'image de ce disque, et on peut éventuellement observer le disque d'accrétion autour d'un trou noir sous la forme qui est visible derrière moi. Et ça, c'est la première visualisation, à ma connaissance, c'est vraiment la première image calculée de ce à quoi devrait ressembler un trou noir avec un disque d'accrétion autour de lui. Ça a été calculé par Jean-Pierre Luminet, qui est maintenant astronome physicien émérite au laboratoire d'astrophysique à Marseille. Et en fait, pour l'anecdote, ça remonte à c'est 79, cette image, 1979, donc ça remonte à une quarantaine d'années. Et à l'époque, on n'avait pas tout à fait les moyens graphiques des ordinateurs d'aujourd'hui. Donc le calcul était fait par des ordinateurs, bien sûr. Donc c'est-à-dire Jean-Pierre Luminet avait implémenté la relativité générale dans des ordinateurs qui calculaient chaque rayon lumineux, qu'est-ce qui leur arrivait avec la masse du trou noir. Mais par contre, ça lui donnait juste les coordonnées à l'arrivée. Ça lui disait, le rayon lumineux, il va arriver à tel endroit. Donc, pour reproduire cette image-là, il avait la liste des coordonnées auxquelles les rayons arrivaient, et sur un tableau, il mettait une petite pointe à l'encre de Chine, en fait. Donc, cette image, c'est une visualisation scientifique, mais qui a été faite à l'encre de Chine, point par point. Et c'est le résultat de plein de calculs qui ont été ensuite représentés comme ça. Donc, c'était assez remarquable, c'était une première. Et Jean-Pierre Luminet avait travaillé notamment avec Penrose, donc qui a eu le prix Nobel hier. Et ça, c'est la visualisation du trou noir que vous avez vu aujourd'hui. Donc ça aussi, c'est un trou noir supermassif qui est dans le film, dans Interstellar, c'est une carte Mantua. Et vous pouvez voir que cette représentation, vous reconnaissez sans doute un petit peu ce qu'on y voit là. Il y a d'abord cette partie noire circulaire qui est vraiment la partie du trou noir qui n'émet pas de lumière parce qu'elle est trop massive, que la lumière est piégée à cet endroit-là. Et tout ce qui est lumineux, c'est le disque qui tourne autour du trou noir, qui est déformé par la présence du trou noir. Alors, en avant-plan, en fait, c'est ce disque, il passe devant le trou noir, donc c'est ce que vous voyez en avant-plan. Et ce que vous voyez sur le haut de l'image, en fait, c'est la partie arrière du disque, celle qui passe derrière le trou noir, dont les rayons sont déformés par le trou noir et qui reviennent vers nous. Donc c'est vraiment un effet de courbure de la lumière par la masse. Et la partie inférieure, en fait, c'est l'inverse, c'est la partie de dessous du disque qui est déformée par la partie inférieure du trou noir et qui revient vers nous. Donc là aussi, cette image du film, en fait, elle a été faite avec des vrais calculs. Et aujourd'hui, il y a eu des gros progrès sur l'informatique et sur la visualisation. Donc en fait, toutes ces images-là que vous avez vues dans le film, elles ont été vraiment calculées par des astrophysiciens de l'équipe de Kip Thorne, qui est aussi une personne qui a beaucoup travaillé en relativité générale et sur les trous noirs. Et donc elle est très réaliste en fait, puisque c'est des vrais calculs qui l'ont amenée. Elle est plus détaillée que la visualisation qu'avait faite Jean-Pierre Luminet à l'époque, parce qu'on a plus de moyens de calcul justement. Mais par contre, il y a un petit détail qui est différent. Si vous avez vu l'image d'avant, sur la partie droite, il y a presque rien en fait.
D'accord? Et ça, c'est parce que le disque d'accrétion, il tourne autour du trou noir, et il y a un effet physique qui s'appelle l'effet Doppler relativiste, qui fait que la partie qui s'éloigne de vous, en fait, la lumière a plus de mal à nous parvenir dans un cas comme ça, où il y a un astre aussi massif. Donc c'est moins lumineux à droite qu'à gauche. Et en fait, ça, dans les calculs qu'ils ont fait pour le film, les astrophysiciens l'avaient bien réalisé, ils avaient bien mis cet effet-là. Mais le réalisateur, en voyant le rendu, ça lui a pas plu parce qu'il s'est dit on voit pas bien finalement qu'il y a un astre circulaire avec un trou noir, etc. Donc il a enlevé cet effet-là pour la visualisation du film. Donc ça, c'est son choix, c'est sa décision esthétique en fait. Du coup, ce que vous voyez dans le film n'est pas une réalisation complètement 100% réaliste. Il y a un effet qui a été enlevé pour des raisons esthétiques. Mais par contre, tous les calculs étaient quand même justes et c'est quand même une des meilleures visualisations, on va dire, de trous noirs qu'il y a dans un film, à ma connaissance. Alors d'autant plus qu'il y a aussi tous les effets gravitationnels qui sont associés, dont le passage du temps qui va dépendre de la distance au trou noir dans lequel on se trouve, et des choses comme ça. Donc c'est quand même bien, pas 100% réaliste, mais très très près de la réalité. Et en fait, je voulais aussi vous montrer cette image-là. Donc ça, c'est pour le coup une vraie image d'un trou noir, du disque d'accrétion d'un trou noir. À l'origine, on devait faire cette session de film et de discussion il y a 1 an à peu près, quand cette observation avait été faite. Et puis ça a été remis cette année. Et en fait, cette observation donc ne date que d'1 an. C'est il y a 1 an qu'on a pu observer vraiment la lumière autour d'un trou noir. Alors, c'est parce que c'est difficile, hein, je vais vous expliquer pourquoi. Mais ce qu'on voit effectivement, c'est la partie noire, hein, qui est la partie du trou noir, l'horizon derrière lequel on ne voit rien qui vient. Et puis le disque d'accrétion, sont les parties lumineuses avec des parties plus lumineuses et des parties moins lumineuses. C'est pas tout à fait semblable à l'image d'Interstellar ou à celle de Jean-Pierre Luminet parce que ça dépend en fait de l'angle d'inclinaison, par exemple, du disque d'accrétion par rapport au trou noir. Donc là, on le voit plutôt par le dessus en fait, quelque part. Donc il n'est pas très incliné par rapport aux simulations qu'on avait vues avant. Mais cette image est quand même, pour la première fois, on a vu vraiment l'horizon d'un trou noir. On a pu estimer sa masse, donc c'est 6,5 milliards de fois la masse du Soleil, son rayon 38 milliards de kilomètres, donc c'est énorme. C'est plus grand que le système solaire, par exemple. Ce trou noir est en fait au centre d'une galaxie qui s'appelle Messier 87, qui est une des galaxies bien connues. En fait, elle est au centre de l'amas de la Vierge, et qui est un amas qui contient des centaines de galaxies, et c'est une des galaxies les plus massives qu'on connaisse. Du coup, le trou noir qui est au centre de cette galaxie est sans doute un des trous noirs les plus massifs qu'on a dans notre environnement proche, en tout cas. Donc c'est quand même un objet très, très particulier, très, très massif, mais qui confirme toutes les prédictions qu'avait faites, d'une part, Einstein avec la relativité générale, Penrose en disant comment on pouvait vraiment faire un trou noir, et les simulations de Jean-Pierre Luminet, par exemple. Donc ça a confirmé qu'on ne s'était pas trompé sur l'existence des trous noirs, et là vraiment, on le voit vraiment pour la première fois, donc quasiment directement. Donc c'était assez spectaculaire. Alors pour acquérir une image comme ça, c'est quand même assez compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Parce qu'en fait, même si le rayon c'est des milliards de kilomètres, cette galaxie elle est très très lointaine. Du coup, les détails qu'on est en train de voir, ils sont minuscules, hein, sur le ciel. C'est un tout petit détail. Et les détails que peut voir un télescope, en gros, c'est lié à la taille du diamètre du télescope. C'est-à-dire, si vous avez un petit télescope, vous n'allez pas voir d'images très détaillées. Si vous avez un grand télescope, vous voyez plus de détails. Alors pour voir les détails qu'on vient de voir dans l'image d'avant, il faudrait un télescope qui fasse dans l'ordre de 1000 km de diamètre, des milliers de kilomètres de diamètre. Donc évidemment, on n'est pas capable de faire ça, mais on a une technique qui s'appelle l'interférométrie, dans laquelle on met ensemble des télescopes qui sont à différents endroits, et du coup, la résolution qu'on atteint, c'est la même que celle qu'on aurait si on avait un télescope qui fait la taille de la distance où sont ces objets-là. Donc c'est une technique qui consiste à rassembler ensemble la lumière qui vient de plein de télescopes qui sont très distants les uns des autres. Donc ça, c'est la carte des télescopes qui participent à ce projet-là, qui s'appelle Event Horizon Telescope. Ça veut dire que tous ces télescopes-là, à un moment donné, regardent dans la même direction, ils enregistrent leurs données et on les combine par des méthodes d'interférométrie, ce qui demande des moyens numériques assez importants, pour reconstruire en fait l'image qu'a observé le télescope. Donc c'est un projet qui a mobilisé donc des gens à la surface de la planète dans plein d'observatoires, et ils y sont arrivés, donc c'est assez remarquable. Alors en France, on participe à ce projet-là, notamment par l'observatoire NOEMA, dont j'ai mis une photo ici.
Donc ça, c'est le plateau de Bure, en fait, où on a l'observatoire NOEMA, qui consiste en fait en un réseau d'antennes que vous voyez ici. Donc c'est des antennes qui observent dans le domaine radio. Donc c'est pour ça qu'on appelle antenne. En réalité, c'est des paraboles, hein, comme les télescopes optiques. Mais elles-mêmes, elles utilisent interférométrie. C'est-à-dire on a plusieurs petites antennes qui vont regarder un objet. Et ça, c'est juste une des stations d'observation qui est utilisée quand on met quand on essaye d'observer le trou noir. On met ensemble cette station d'observation-là avec plein d'autres à la surface de la planète, comme je viens de vous le montrer. Alors pour l'anecdote, la photo de cette station-là et celle que je montre là, c'est mon frère qui l'a prise parce qu'il se trouve qu'il est aussi astronome et lui il travaille là. Donc j'ai fait travailler ma famille pour la conférence. Alors ça c'est le plateau de Bure, donc c'est dans les Alpes en fait. Voilà. C'est un endroit assez particulier hein, puisque c'est un plateau en altitude qui est assez coupé de tout. Donc il y a juste cette station d'observation à laquelle on parvient par téléphérique ou éventuellement par hélicoptère quand le téléphérique fonctionne pas parce qu'il y a trop de vent ou parce qu'il y a des problèmes techniques, etc. Et c'est très isolé, donc il y a vraiment rien d'autre. C'est un endroit très sauvage. Alors je voulais vous dire aussi qu'il y a quand même d'autres façons de détecter les trous noirs et on a donc des preuves de l'existence des trous noirs. On en a d'autres que ces images directes qui sont très dures à obtenir, mais par d'autres méthodes qui sont aussi assez difficiles à mettre en œuvre. Ce que vous voyez en haut là, c'est l'observatoire, c'est un des points d'observation de cet observatoire qui s'appelle Virgo-LIGO. En fait, ça consiste à quoi? Ça consiste à détecter des vibrations dans l'espace-temps. Alors, les trous noirs, en fait, pour les expliquer, dans la relativité générale, on parle de l'espace-temps, qui est une entité à 4 dimensions, et qui est déformée par la présence des masses. C'est comme ça que la relativité générale fonctionne, et c'est comme ça qu'on prédit vraiment très précisément ce qui se passe et les images que vous avez vues avant. Et dans ce cadre-là, s'il y a des masses qui se déplacent, elles génèrent des vibrations dans cet espace-temps. Donc ça veut dire que l'espace-temps se déforme. C'est un peu comme à la surface d'un lac ou d'un plan d'eau. Si vous remuez la surface avec quelque chose qui tourne, ça va faire des vagues qui vont se propager vers l'extérieur. Eh bien, des masses qui bougent, en fait, créent des vibrations dans l'espace-temps qui se propagent. Donc ça, c'est ce qui est illustré sur la gauche ici. Et l'idée, c'est que c'est deux trous noirs qui sont en train de tourner l'un autour de l'autre. Et ça crée des vagues comme ça à la surface de l'espace-temps, dans l'espace-temps, qui se propagent. Et en fait, les trous noirs vont se rapprocher de plus en plus et fusionner. Donc ça a une signature qui est indiquée sur le petit diagramme en bas. Donc là, c'est pas très intéressant, mais ces espèces de fluctuations qui augmentent en intensité puis qui s'arrêtent au bout d'un moment, elles s'arrêtent quand les trous noirs ont fusionné en fait. Donc parce que là, il n'y a plus rien qui bouge. Et ce signal-là, on peut le détecter. Ça veut dire qu'il faut détecter quand même de l'espace-temps qui se déforme. Alors comment on fait ça? On met deux branches très très longues qui font des kilomètres là, et on mesure le temps que la lumière met à parcourir l'une et l'autre. Et s'il y a une déformation de l'espace-temps qui arrive dans une des directions, ça va raccourcir et rallonger une des branches un petit peu, et donc on va détecter des différences de temps d'arrivée. Donc c'est ça qu'on détecte, et ça démontre que l'espace-temps a fluctué, et on arrive à détecter ça. Alors aujourd'hui ça marche pour des trous noirs, mais pas ceux comme ceux dont je parlais avant, qui sont des trous noirs supermassifs de millions ou de milliards de fois la masse du Soleil. Ça marche pour des trous noirs qui font quelques fois la masse du Soleil. Donc c'est ce que montre l'illustration à droite là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça nous démontre qu'on a détecté la fusion de trous noirs qui font 10 à 20 fois la masse du Soleil. Donc c'est des trous noirs d'un genre complètement différent, hein, puisque je parlais de trous noirs supermassifs qui sont au centre des galaxies. Ceux-là, ils font plutôt la masse d'une étoile. Donc c'est pas du tout la même grandeur. En fait, ils sont un peu plus massifs que les étoiles. Vous voyez, une étoile, c'est 1 à 10 fois la masse du Soleil. Là, on en a qui atteignent 80 fois la masse du Soleil. Et en fait, c'était une surprise. On est un peu étonné par la masse de ces trous noirs. Donc en fait, je peux pas vous dire encore pourquoi c'est comme ça, parce qu'on ne sait pas, on est en train d'y réfléchir. Mais en tout cas, on a détecté par ces méthodes indirectes un autre type de trou noir déjà. Donc les trous noirs deviennent très très réels en astrophysique. On a vraiment des signatures de ces objets-là. Et puis, ah oui, ça va pas marcher parce que c'était un film à l'origine, mais je voulais mentionner que ces ondes gravitationnelles là, on les a détectées avec ces détecteurs qui sont sur Terre aujourd'hui, mais on est en train de penser à construire des détecteurs qui iront dans l'espace. Donc c'est le projet LISA. Vous voyez le triangle rouge en fait, ce sont 3 détecteurs qui s'envoient des rayons laser trois sondes qui s'envoient des rayons laser de l'une à l'autre. Et pareil, on va mesurer le temps que met le laser à aller d'une à l'autre. Et elles sont situées à
de l'ordre de 1 million de kilomètres l'une de l'autre. Elles sont derrière la Terre sur son orbite autour du Soleil. Donc c'est un projet complètement faramineux, quoi. On va envoyer des sondes qui vont naviguer dans l'espace autour du Soleil, en arrière de phase par rapport à la Terre, détecter des petites variations de leur distance mutuelle pour détecter le passage d'ondes gravitationnelles. Alors pourquoi on va faire ça? Parce que ces détecteurs seront donc des bases de longueur beaucoup plus grandes, donc ils vont pouvoir détecter des ondes de fréquences différentes que celles qu'on peut faire depuis le sol. Et donc du coup on pourra détecter par exemple la fusion de trous noirs supermassifs, ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui avec les détecteurs actuels. Donc on a entre autres avec plein d'autres objets. Donc ça va être intéressant. Mais ce projet, on commence à peine à en parler. On en parle dans le monde entier, hein. C'est un projet international. Le laboratoire de Marseille pourrait y participer. C'est dans les discussions. Et donc, on commence à y réfléchir à quelle science on va faire avec ça, parce que c'est une nouvelle fenêtre pour observer l'univers, quoi. C'est pas des choses qu'on avait l'habitude d'utiliser. C'est très récent, les détections d'ondes gravitationnelles. Et celle-là, ça sera encore de nouvelles données qui pourront nous parvenir des trous noirs et d'autres objets. Donc, ça sera très, très intéressant. Par contre, il va falloir patienter parce que le lancement est prévu pour 2035. Donc on n'est pas encore tout à fait là. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire pour faire une petite introduction à cette discussion sur les trous noirs, la relativité générale, tout ce que vous avez pu voir dans Interstellar. Donc je suis là pour essayer de répondre à vos questions en faisant le mieux possible. Alors, merci Samuel pour ton introduction. Je vais me permettre de poser la première question, histoire d'entamer notre débat. À un moment donné, on parle du trou de verre, tu sais. Oui. Du trou de verre et la possibilité de voyager très loin. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Parce que c'est vrai que je pense que tout le monde ne connaît pas, en fait. Oui, bien sûr. Donc effectivement, d'ailleurs, dans Interstellar, il y a un trou de verre. Et là, je me suis focalisé sur les trous noirs parce qu'on a des observations de trous noirs dont je voulais se montrer ce côté scientifique. Mais le trou de verre, c'est un concept. Pardon? Le trou de verre. Donc c'est comme le verre qui traverse une pomme, vous voyez. Donc pour traverser une pomme, normalement vous allez à la surface, mais si vous êtes un verre, vous pouvez creuser un trou et traverser la pomme. Donc par analogie, on parle de trou de verre. Et l'idée, c'est que c'est un passage qui permet de connecter deux parties de l'univers, mais qui pourraient être très lointaines. En fait, c'est deux parties de l'espace-temps, donc ça pourrait être à des temps différents aussi. Et l'idée, c'est que cet univers l'espace-temps est déformable par les masses, c'est la relativité générale, et dans les solutions de la relativité générale, on peut avoir quelque chose qui ressemble à un trou noir d'un côté, un trou noir, et qui se connecte à quelque chose qui serait l'opposé. Alors parfois on dit un trou blanc, une fontaine blanche, qui s'ouvre à nouveau dans l'univers. Alors dans l'univers ailleurs. Donc c'est comme si l'univers était un peu plié et que y avait un raccourci en quelque sorte entre les deux passages. Alors on peut faire une analogie. Si vous prenez une feuille de papier, pour aller d'un point à l'autre de la feuille de papier, il faut prendre tout le chemin le long. Mais si vous pliez la feuille de papier en deux et que vous faites un trou, hop, vous passez par le trou et vous rejoignez le dessus de la feuille et l'autre côté de la feuille, comme ça. Donc le trou de verre, c'est ça le concept, c'est un passage qui permet de relier deux parties de l'espace-temps. L'entrée de ce trou de verre, ça ressemble à un trou noir en fait, et les équations de la relativité générale permettent ça, et la sortie, c'est l'équivalent, mais dans l'autre sens. Alors c'est un concept théorique, puisque les équations le prédisent, disent que ça peut exister. Par contre, il faut faire l'hypothèse que ce qui est décrit par les équations d'un côté et de l'autre, ce sont deux morceaux de notre espace-temps. Donc ça, on fait cette hypothèse-là dans le film, par exemple. Ça permet de voyager, d'aller très loin de manière très rapide, d'aller dans ce cas-là dans une autre galaxie. Mais on n'a pas, par contre, d'observation de trous de verre. Ce qu'on a, c'est des observations de trous noirs. On n'a jamais vu quelque chose qui jaillirait de l'équivalent de la sortie d'un trou de verre. C'est une spéculation. Il y a des difficultés avec le trou de verre. Alors je vais peut-être pas en dire plus, mais s'il y a d'autres questions, on pourra approfondir la question aussi. Oui. Oui, je voulais savoir. Bonjour. Je voulais savoir. Vous aviez dit tout à l'heure là qu'on avait détecté donc les ondes gravitationnelles là de deux trous noirs, mais qui étaient enfin petits entre guillemets, peu massifs.
comment ça se fait qu'on n'ait pas découvert d'autres gravitations, d'autres ondes pour des trous noirs très très massifs? Alors, effectivement, justement, le problème, c'est que ces fusions de trous noirs, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en jeu. Il y a d'une part leur fréquence. Donc, pour le détecter, il faut que ça arrive enfin, au moment où on observe, quoi, déjà. Et donc, il y a moins de trous noirs très très massifs que de trous noirs moins massifs. Donc ça, on va avoir plus de chances d'avoir des trous noirs moins massifs. Et après, les effets des masses sur les ondes, en fait, ne sont pas les mêmes. Donc des trous noirs très massifs qui vont se rapprocher, qui vont être à la même étape de fusion, en fait, vont avoir des fréquences qui sont beaucoup plus élevées. Donc les fréquences des ondes vont être plus élevées, et les détecteurs actuels ne sont pas capables de détecter ces fréquences-là. Parce qu'il faut, enfin, c'est assez fin, il faut réussir à avoir des déviations de la durée d'arrivée de la lumière qui sont très très petites. Et si ça va très très vite, bah, on n'arrive plus à le mesurer. Donc aujourd'hui, on n'est pas capable de mesurer ces fréquences-là, mais c'est pour ça qu'il nous faudrait des détecteurs avec des bases beaucoup plus longues où on deviendrait capable de le faire. Donc peut-être qu'en 2040, on sera capable d'avoir la fusion de trous noirs supermassifs. Alors on n'en aura pas beaucoup parce que c'est des événements rares, mais on pourrait en avoir à condition d'avoir la capacité de mesurer cette fréquence-là, quoi. C'est juste la fréquence des signaux émis par ces vagues. C'est comme les ondes, hein, si vous écoutez la radio et que vous devez choisir la bonne fréquence pour l'entendre, si votre récepteur ne peut pas capter cette fréquence-là, vous l'entendrez jamais. Donc il faut vraiment faire le récepteur qui peut attraper cette fréquence-là. Théoriquement, on aurait pu peut-être en recevoir, mais on ne le sait pas encore, quoi. Oui, oui. Logiquement, enfin, vu qu'on pense que dans les galaxies, il peut y avoir des fusions de galaxies et que les trous noirs qui sont au centre devraient fusionner, effectivement, ça devrait arriver et on devrait avoir ressenti effectivement le passage d'ondes dues à des trous noirs supermassifs qui fusionnent, mais on n'a pas les moyens de le savoir. C'est exactement ça, ouais. Pour l'instant, on peut pas, ouais. Je t'en prie. Alors, pour y accéder, si on voulait y aller, vous voulez dire? Alors effectivement, ce qu'on fait là quand on a cette image-là, c'est ce qu'on voit depuis la Terre, mais il est extrêmement loin. Il est dans une galaxie qui a, alors ça se compte en mégaparsecs, donc c'est des millions de parsecs qui sont eux-mêmes des années-lumière, donc c'est des millions d'années-lumière, donc c'est très très loin, même à la vitesse de la lumière. Nous, on pourra jamais aller visiter ce trou noir, ça c'est clair. Voilà, on peut simplement étudier la lumière qui est venue jusqu'à nous, et ça nous permet de tester nos idées sur la relativité générale, sur la formation des trous noirs, sur ce qui se passe dans ces objets très étranges quand même. Mais effectivement, le voyage vers ce trou noir serait complètement impossible. Ouais. Donc dans le film, par exemple, ils utilisent une astuce, hein, c'est qu'il y a un trou de verre qui a été mis à proximité de la Terre pour qu'on puisse voyager jusque-là, et que ce trou de verre nous fait un raccourci pour aller auprès du trou noir super massif. Voilà, ça c'est la partie science-fiction, puisqu'il n'y a pas a priori de trou de verre ou de trou noir à proximité de nous, donc on peut pas aller en voir un. Par contre, c'est comme en astronomie, hein, on peut rarement aller voir les astres qu'on étudie. Dans le système solaire, on peut envoyer des sondes, on en envoie sur Mars, sur Vénus, même on a été jusqu'à Pluton, quelques astéroïdes, des choses comme ça. Mais au-delà de ça, tout ce qu'on étudie en astronomie, c'est à partir de la lumière qui nous arrive, on n'est pas capable d'y aller. Même l'étoile la plus près, on n'a pas encore été capable d'envoyer une sonde, on est très loin de ça en fait encore. Même si on peut en rêver et on peut espérer qu'on le fera un jour, parce que pour voir les détails d'une étoile autre que le Soleil, pour voir les planètes qui tourneraient autour d'une autre étoile, ça sera peut-être très intéressant dans le futur, peut-être dans quelques centaines d'années, mais aujourd'hui on n'est pas capable de faire des sondes qui puissent quitter notre système solaire. Elles vont pas assez vite déjà, ça mettrait très 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 longtemps pour quitter le système solaire. La première étoile est à quelques années-lumière, donc il faudrait 4 ans pour l'atteindre à la vitesse de la lumière, et on se déplace beaucoup beaucoup moins vite que ça. On ne sait pas faire des sondes qui vont si vite, donc il faudrait plutôt, dans le meilleur des cas, 50 ans peut-être pour atteindre une autre étoile. Et on n'est pas encore capable de se lancer dans ce genre de projet. Donc ça n'arrivera pas tout de suite.
Et pour les trous noirs très lointains comme ça, encore moins, quoi. Donc ça sera toujours des études indirectes, mais qui nous apprennent quand même pas mal d'informations. Donc c'est intéressant pour nous. Alors, le trou noir lui-même, on peut imaginer d'y entrer, mais après, ce qui se passe, on ne sait pas, hein. Donc, ce qu'on sait, c'est que euh, s'il y a des trous de verre et si le passage est permis, éventuellement, ça fait un raccourci vers quelque part, mais effectivement, c'est à sens unique et on ne sait pas où c'est et à quel moment. Donc, euh, ça peut être risqué de prendre ce risque-là. Et on ne le sait pas à l'avance parce que ce qu'on voit, c'est juste un trou noir. Donc, je m'aventurerai pas tout de suite dans un vaisseau pour me lancer dans un trou noir, parce que je pense qu'il y a beaucoup de risques dans cette aventure-là. Juste une question sur est-ce qu'on sait le rôle des trous noirs dans l'univers? Est-ce qu'ils ont une fonction en fait? Est-ce qu'on a une idée de pourquoi aussi nombreux, les massifs, moins massifs? Est-ce qu'ils ont un rôle particulier? Alors en astrophysique, alors on va distinguer les deux cases de trous noirs, on va dire stellaires, de masse comme celle des étoiles, et puis les supermassifs. Alors les trous noirs de masse stellaire, ce qu'on pense, et là on a de bonnes raisons de penser ça quand même, c'est que c'est ce qui reste à la fin de la vie de certaines étoiles les plus massives. Donc les étoiles brillent pendant un certain temps. Elles brillent parce qu'elles ont une certaine masse qui font que le gaz est chauffé à une certaine température, donc ça brille. Et elles peuvent briller longtemps parce qu'il y a un réservoir d'énergie au centre qui est, dans le cas du Soleil, de l'hydrogène qui est transformé en hélium. C'est une réaction nucléaire qui produit beaucoup d'énergie. Et cette énergie permet à l'étoile de vivre longtemps. Quand il n'y a plus d'hydrogène au centre, la structure de l'étoile va réagir, il n'y a plus une source d'énergie, donc elle va avoir tendance à se contracter sous l'effet de sa gravité. Si ça réchauffe assez, parce que quand on se contracte, ça fait monter la température, si ça réchauffe assez pour déclencher de nouvelles réactions nucléaires, il peut y avoir d'autres réactions qui vont fournir de l'énergie. Et ça peut arriver jusqu'à ce qu'on fasse du fer. Le fer, c'est l'élément le plus stable dans l'univers, du point de vue nucléaire, donc on ne pourra plus en tirer d'énergie. Donc dans les étoiles très massives, c'est ce qui se passe. Dans le cœur de l'étoile, il va y avoir de la formation de fer à la fin de son existence. Et quand le noyau de fer atteint une masse critique, il devient trop lourd pour qu'il y ait quelques réactions qui le contiennent. Et donc ce cœur va s'effondrer sur lui-même, et c'est ça qui peut donner lieu à un trou noir. C'est-à-dire c'est une masse qui va s'effondrer sous son propre poids, et il n'y a rien pour compenser cet effondrement. Donc, on pense effectivement que les étoiles les plus massives, quand à la fin de leur vie, le cœur s'effondre et peut former un trou noir. Donc, le trou noir stellaire, pardon, c'est le résidu de la vie d'une étoile massive. Voilà. Donc ça, on pense que c'est son, enfin, je sais pas si c'est sa fonction, mais en tout cas, c'est comme ça qui s'insère dans le cycle de la matière dans l'univers. Voilà. Et les trous noirs supermassifs, par contre, ils sont au centre des galaxies. Alors, ils jouent un rôle dans le centre, dans le sens que il semblerait que toutes les galaxies au centre aient un trou noir. Les grandes galaxies ont des trous noirs encore plus massifs. Et comme il y a un disque d'accrétion autour, et comme il y a des phénomènes d'accrétion, et comme il y a probablement des champs magnétiques, ça produit souvent des jets très, très puissants, en fait. Donc, dans la direction perpendiculaire au disque, en fait. C'est-à-dire qu'il y a de l'effondrement vers le centre du trou noir, et avec les champs magnétiques, ça spirale et ça fait un jet énergétique qui s'en va. Et ces jets-là, en fait, sont très lumineux. Et du coup, ce disque d'accrétion lui-même et les jets énergétiques sont visibles jusqu'à des distances très lointaines. Donc ça peut avoir un impact sur ce qui se passe dans la galaxie autour. Donc les jets eux-mêmes, par exemple, ils peuvent taper dans des nuages de gaz et ils peuvent inciter de la formation d'étoiles. Et ça nous permet aussi de voir ces disques d'accrétion quand il y a des trous noirs très massifs, quand ils sont très actifs. C'est très lumineux, et donc quand il y a ce phénomène-là à très grande distance, ça nous fait des espèces de phares qui nous éclairent l'univers très lointain. Donc ils ont un peu ce double rôle d'être au centre des galaxies et du coup de nous indiquer le centre de galaxies très massives à grande distance parce qu'ils sont très lumineux, et de pouvoir impacter ce qui se passe autour d'eux en termes de formation d'étoiles, par exemple. Alors c'est assez indépendant.
la vie extraterrestre, ce serait plutôt la recherche d'exoplanètes qui pourraient nous conforter éventuellement dans cette direction-là, si on trouve des planètes autour d'autres étoiles, si ces planètes-là ont des molécules ou des choses dans leur atmosphère, des choses comme ça. Donc c'est une autre branche de l'astrophysique. Les trous noirs eux-mêmes, c'est plutôt de la physique fondamentale que ça nous aide à comprendre. Mais il y a pas de connexion directe, en tout cas, avec la vie extraterrestre. Ce qui a été imaginé, c'est que s'il y avait des extraterrestres qui étaient très très avancés du point de vue technique, ils pourraient utiliser les trous noirs comme source d'énergie. Donc ça, c'est un truc un peu particulier, donc je vous le mentionne en passant. Mais si en fait on envoie de la matière vers un trou noir avec la bonne orbite, en fait, on peut piquer un peu d'énergie au trou noir, comme les effets de fronde gravitationnelle. Et donc on pourrait imaginer une civilisation très avancée qui s'installe autour d'un trou noir et qui utilise la masse du trou noir comme une source d'énergie. Mais c'est un peu anecdotique, c'est la seule connexion dans ce domaine-là. Ouais. Il y avait peut-être des questions par là, non? Je sais pas. Ouais. Alors non, non, en fait, c'est une idée théorique en fait à la base, c'est que donc les observations, elles nous montrent qu'il y a des trous noirs parce qu'on voit des objets des objets massifs et compacts, ou on voit des disques d'accrétion très lumineux qui nous disent il y a quelque chose de très massif au centre. On voit des effets, par exemple, on voit des étoiles qui se font déformer parce qu'elles passent très près d'un trou noir. Donc on voit des effets qui sont qu'on peut expliquer, qui semblent nous montrer qu'il doit y avoir un trou noir. Par contre, le côté tunnel vers un autre endroit, ça vient purement de la théorie. C'est-à-dire, les équations de la théorie permettent de décrire ce genre de tunnel. Mais on n'a jamais eu une observation qui nous le montre directement. Donc c'est vrai, ça vient du côté théorique en fait. Bah, ouais, ouais, ouais. Non, non, c'est les théories, c'est la relativité générale d'Einstein. Alors c'est pas Einstein qui a fait ces calculs-là, c'est plutôt Penrose et puis toute cette équipe-là qui ont établi que on peut, en relativité générale, il faut identifier, disons, les équations nous montrent la structure d'un espèce de tunnel comme ça, et il faut juste identifier les espaces-temps qui sont d'un côté et de l'autre du tunnel. Donc, si on fait l'hypothèse que ce sont deux endroits différents de l'univers, avec un univers qui est tordu, qui est chiffonné par la masse, ce qui est possible, la théorie nous dit que ce genre de tunnels peuvent exister. Alors oui. Alors non, mais il y a deux questions. Ce qu'on voit là, en fait, c'est donc déjà ce qu'on voit là, c'est des supermassifs. Hein, donc c'est pas le cas d'une implosion d'étoiles. Mais effectivement, quand il y a l'implosion du cœur, ça fait le trou noir, mais il y a toute la matière de l'étoile qui était autour qui va se retrouver dispersée. Et effectivement, on va avoir du débris autour qui vont faire les disques d'accrétion autour des trous noirs. Non, non, voilà. Non, non. Par contre, c'est purement de la théorie spéculative, effectivement, ce passage d'univers. C'est pas lié au reste de matière qui tourne autour. Ouais, ouais, tout à fait. Une question là. Alors, je disais que dans les disques d'accrétion comme ça, autour d'un trou noir, il peut y avoir, dans certains cas, effectivement des jets énergétiques. Donc, c'est des particules de haute énergie, en fait, essentiellement, qui vont être effectivement, en général, plutôt perpendiculaires au disque d'accrétion. D'accord? Du coup, c'est comme un phare, ouais, ça peut être comme un... Alors, il y a plusieurs cas.
Donc soit effectivement on est balayé par le faisceau, et ça arrive, c'est le cas. Alors ça peut arriver pour les trous noirs, ça peut aussi arriver pour les étoiles à neutrons. Donc on parle de pulsars qui sont des étoiles à neutrons en rotation où il y a des jets comme ça qui vont nous balayer de temps en temps. Et donc ça fait un pulsar, c'est-à-dire un pulsar, c'est quelque chose qui a un pulse qui est régulier. Et c'est exactement ça en fait, c'est le phare qui nous balaye de temps en temps. Et après il y a d'autres cas où on peut voir le jet, mais on le voit pas directement. C'est s'il y a un jet qui part dans une direction qui est quelque part perpendiculaire à notre ligne de visée, quoi. Moi, je regarde dans cette direction-là. S'il y a un jet qui va comme ça, s'il tape dans le milieu interstellaire où il y a, du gaz, ça peut ioniser le gaz, et donc on va voir des régions de gaz ionisées le long du jet, en fait. Donc, qui devrait pas y être, et donc on en déduit, il doit y avoir un jet énergétique qui a ionisé ce gaz-là. Donc on peut voir quand c'est pas directement vers nous, à condition que ce soit suffisamment énergétique pour laisser une trace dans le gaz aux alentours. Alors, moi, j'ai une question. Le trou noir, c'est aujourd'hui une figure de la science-fiction en général, autant de la littérature, de la bande dessinée ou du cinéma. Alors, moi, j'ai une question pour le scientifique. Est-ce que pour découvrir, il faut d'abord rêver, en fait? Alors, je ne sais pas s'il faut, mais c'est pas interdit. C'est clair que je pense, voilà, ça sort un peu du cadre vraiment scientifique du coup, mais moi, à titre personnel, en tout cas, j'ai commencé par être intéressé par l'univers, les astres, tout ça, effectivement, au travers de ce que je voyais quand j'étais petit. Hein. On parlait tout à l'heure de Temps X, sans trahir de trop de secrets, ou de. Je peux parler du Capitaine Flamme quand j'étais encore plus petit, qui avait un vaisseau et il y a des étoiles et puis il y a tout ça. Enfin, voilà, moi j'ai baigné dans un univers de science-fiction et c'est un peu ça qui m'a attiré vers l'univers et les astres et des choses comme ça. C'est pas le cas de tous les scientifiques, donc il y en a qui trouvent leur vocation vraiment dans l'aspect comprendre des phénomènes physiques. Il y en a qui trouvent leur vocation ailleurs. Donc je ne sais pas si c'est indispensable d'avoir son inspiration dans la science-fiction ou tout ça, mais en tout cas, ça peut y amener. Et je pense qu'il y a quand même un point commun, de toute façon, c'est que il faut à la fois pour faire de la science comme pour inventer des histoires de science-fiction, il faut quand même de l'imagination, parce que quand Penrose ou quand Einstein écrivent les équations de la relativité générale, ça paraît comme ça de la physique, quelque chose d'intellectuel, mais c'est aussi un effort d'imagination. On essaye de trouver quelque chose qui n'a pas été trouvé avant, on essaye de comprendre d'une façon différente, donc on est un peu quand même dans l'imagination, quoi. Donc cet aspect de l'imagination est important, c'est une caractéristique importante aussi pour les scientifiques, tout comme finalement pour les rêveurs, quoi. Donc il y a au moins ce point commun, je dirais. Une dernière petite question peut-être, avant de finir, de clore cette merveilleuse intervention de Samuel. Alors oui, il y a peut-être un côté un peu métaphysique dans l'astrophysique, à la fois quand on est dans la recherche des trous noirs, là, parce qu'on atteint la limite un peu ultime de ce qu'on peut faire et on veut comprendre ce qui se passe derrière un horizon qui nous est fermé. Déjà, on veut comprendre ce qui se passe à l'intérieur du trou noir, mais on peut pas voir ce qui en vient. Donc c'est un peu une quête peut-être qui peut peut-être pas même pas arriver, je sais pas, on peut même pas y arriver peut-être. Mais en tout cas, il y a une sorte de quête de sens là, à ce niveau-là, et elle se retrouve aussi en cosmologie, parce qu'en cosmologie, on a un peu la même question. On contemple l'origine de l'univers, donc quelque part en astrophysique, on se pose la question de pourquoi est-ce qu'on est là, d'où est-ce qu'on vient, et donc on est capable de mettre en équation l'évolution de l'univers, c'est quand même pas mal, et de remonter dans le passé pendant 13,78 milliards d'années à peu près, et on est capable de décrire pas mal de choses de ce qui se passe là-dedans. Donc on contemple un peu nos origines et d'où on vient, et on est vraiment à la fin de cette grande histoire. Et malgré tout, il y a toujours des fractions de secondes au début de cette histoire dont on
connaît pas tout et dont on comprend pas tout. Et donc il y a aussi une quête à ce niveau-là de nos origines et qui est un peu métaphysique peut-être, oui, en effet. Alors, il y a des idées pour essayer d'aller le plus vite possible, parce que c'est ça, effectivement, si on veut un jour aller plus loin dans l'univers, il va falloir aller plus vite. Euh, donc aujourd'hui, aujourd'hui, ce qu'on sait faire, c'est les fusées. Donc on a besoin de carburant, et ça, c'est une limite, parce que une fois qu'on a utilisé le carburant, on peut plus accélérer. Et donc si on veut accélérer jusqu'à la vitesse de la lumière, il faudrait des quantités et des quantités de carburant colossales. On sait pas faire. Mais il y a des idées sur effectivement comment on pourrait accélérer plus vite. Alors il y a on n'en fabrique pas encore, hein, mais il y a des idées de concepts qu'on pourrait utiliser. Alors par exemple, on pourrait avoir des voiles solaires en fait, qu'on pousserait en les éclairant avec des lasers super puissants. Donc on mettrait une station solaire qui est alimentée par le soleil, et on pointerait un laser vers un petit vaisseau qui lui du coup serait poussé en permanence par le laser, et donc il accélérerait en permanence. Parce que pour aller à la vitesse de la lumière, il faut continuer à accélérer pendant longtemps. Donc pour aller vers les étoiles proches, peut-être que c'est cette technologie-là qu'il faudra utiliser. Il y a eu d'autres idées qui ont été débattues, comme collecter l'hydrogène du milieu interstellaire avec des grands collecteurs pendant le voyage, et utiliser ça pour faire de la poussée avec des moteurs nucléaires, enfin des choses comme ça. Donc il y a pas mal, il y a quelques concepts qui ont été imaginés, mais je sais pas ce qui existera vraiment un jour. Mais celui que j'ai dit là, c'en est un qui paraît techniquement réalisable avec la technologie qu'on a quasiment aujourd'hui, quoi. Donc peut-être que ça existera un jour. Et alors utiliser l'énergie atomique aussi, bien sûr, ouais. Mais c'est pareil, l'énergie atomique, il faut quand même du carburant. Donc d'ailleurs dans le système solaire, hein, il y a des missions qui ont été sur la surface de Mars, ou qui ont été plus loin. Il n'y a pas beaucoup d'énergie qui vient du soleil, donc les panneaux solaires, ça marche un petit peu, mais il y a des missions qui ont emporté des petites piles atomiques avec elles pour fonctionner pendant un peu plus longtemps. Mais ça suffit pas aujourd'hui pour alimenter un moteur qui nous permettrait d'aller à la vitesse de la lumière. Alors il y a eu des idées d'utiliser aussi même complètement, qui paraissent un peu folles, d'utiliser des bombes atomiques en fait, qu'on larguerait derrière le vaisseau régulièrement, et on les ferait péter derrière le vaisseau, et c'est ça qui pousserait le vaisseau au fur et à mesure. Faut des bons boucliers à l'arrière du vaisseau, hein, sinon, sinon on est mal. Mais voilà, c'est des concepts qui ont été imaginés, on essaye d'imaginer ce qu'on pourrait faire. Il y a rien qui est vraiment réalisable là tout de suite, ça coûterait très cher. Mais en tout cas, on essaye d'imaginer comment on pourrait effectivement aller plus vite. Et en particulier, si un jour on veut envoyer une sonde vers une exoplanète, par exemple, autour d'une autre étoile, bah, il va nous falloir trouver une façon de faire. Ouais. Eh bien, merci Samuel. Et à très bientôt, j'espère. Bah, merci pour l'invitation, merci à ceux qui sont restés, et puis à bientôt, oui. Merci au public aussi.